Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour vous accompagner durant une trentaine de minutes à discuter d'un sujet économique en exclusivité. RTCI, nous allons parler des recommandations qui viennent d'être faites par le Conseil d'analyse économique qui a tenu le samedi 24 février 2018 sa deuxième réunion plénière sous la présidence de Youssef Chahed, le chef du gouvernement. Lors de cette réunion, le Conseil a présenté les 10 premières recommandations préliminaires. On va essayer de comprendre ces recommandations avec Madame Sonia Naqash, qui est membre donc du Conseil d'analyse économique. Madame Naqash, bonjour et merci d'accepter l'invitation d'RTCI. Bonjour Anis, bonjour aux auditeurs aussi. Merci Madame d'être des nôtres ce matin. Alors, le Conseil donc a été composé ou recomposé, on va dire recomposé parce qu'il existait auparavant, donc il a été recomposé le 27 novembre 2017, si ma mémoire est bonne. Une task force a été donc mise en place et avant d'aller peut-être dans ces recommandations, on va y revenir sur les 10 recommandations. Je voudrais bien que vous présentiez donc ce Conseil d'analyse économique. Je dirais qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa fonction, est-ce qu'il est décisionnel, est-ce qu'il est consultatif. Donnez-nous, si vous permettez, une idée à propos du Conseil. Le décret qui porte création du Conseil d'analyse économique a été amendé au JORT de vendredi dernier, justement dans deux directions particulières. Ça élargir les compétences du CAE, du Conseil d'analyse économique, pour qu'il ne soit pas seulement cantonné à l'analyse des indicateurs comme c'était écrit auparavant, mais qu'il se saisisse, qu'il ait un droit d'autosaisine, c'est-à-dire qu'il a la liberté de choisir les sujets desquels il se saisit pour donner des orientations, pour avoir un avis. Le Conseil reste toujours consultatif. Il répond également à la demande de Monsieur le chef du gouvernement pour tout ce qu'il peut demander comme avis ou bien comme demande d'avis pour certaines orientations particulières. Alors, et il a aussi été élargi, ses membres maintenant sont... Il y a des membres S-qualité qui représentent des organismes de l'État. Il y a des membres... Le président du Conseil national de la statistique, le directeur général de l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives, le directeur général de l'Institut tunisien des études stratégiques, le directeur général de la politique monétaire à la Banque centrale, le directeur général du Centre de recherche et des études sociales. Ainsi que d'autres membres qui sont désignés par le président, M. Afif Chalbi. Exactement. Alors, je peux citer la composition de la commission. Vous avez cité le président Afif Chalbi, Elias Jouini, Laila Bardedi, Hazem Belgassem, Badreddin Oueli, Douraïd Zaroueni, Mohamed Hadar, Hedi Al-Arabi, Mohamed Labidi, Aziz Mbarak, vous-même, Sonia Naqash, Zafar Saïden, Oussama Tabouri, Semi Zewi et puis Sinourdine Zekri également. Voilà donc la composition du Conseil d'analyse économique. Alors, ce que vous venez donc de faire, ce sont des recommandations que vous avez donc élaboré et puis donné au président du gouvernement. Ça s'inscrit dans un plan d'action, vous l'avez donc nommé ainsi, un plan d'action de relance engagé par le gouvernement. Donc, il se base, d'après ce que je suis en train de lire, donc sur deux dimensions, donc croissance-emploi, inclusion sociale et régionale. Absolument. C'est ça le... D'abord, il est utile de rajouter aussi à tout ce qui vient d'être dit que nous sommes tous bénévoles. D'accord, le président et les membres. Alors, on s'est réunis le 25 novembre avec monsieur le chef du gouvernement. On a un peu débattu de plein de sujets. Et puis, on a ressenti chez le gouvernement le besoin d'impulser l'activité économique par des actions rapides. Actions qui ne demandent pas ni beaucoup de réflexion, ni ni une armada de mesures, etc. Et donc, notre première tâche, c'était de nous répartir le travail sur une douzaine d'axes. Et la première tâche, c'était dans les plus brefs délais, essayer de réfléchir sur des mesures rapides qui sont l'environnement des affaires, la Tunisie digitale, le financement de la PME, un thème très important, un programme de relance, la fiscalité et les dépenses publiques, les énergies renouvelables,
la compétitivité externe des entreprises, la protection sociale. On a également l'ambition de diffuser régulièrement un tableau de bord et un bulletin de conjoncture à l'usage des opérateurs et à l'usage du gouvernement également. Donc, on s'est réunis plusieurs fois. On a essayé de remettre avant février, enfin à la date du mois de février environ, quelque chose au chef du gouvernement. Donc, c'est ça, c'était cela l'objet de notre dernière réunion. Et donc, les choses sur lesquelles on a le plus travaillé, c'est le financement des entreprises, c'est l'environnement des affaires, l'emploi, notamment l'emploi dans le secteur du digital. D'accord. À l'adresse donc des diplômés essentiellement, des diplômés des instituts d'études technologiques. On a proposé également des choses sur le financement de la PME, sur la Banque des régions, et sur la fiscalité. Donc ça, c'est les mesures, on va dire les recommandations. Ce n'est pas encore des mesures. Ce sont des recommandations. Parce qu'on avait besoin du feedback du chef du gouvernement pour avoir un avis et aller plus loin sur certaines choses plutôt que d'autres. Est-ce que le chef du gouvernement qui va prendre, qui a pris donc, je dirais, ces mesures pour... Non, il a pris connaissance. Connaissance des mesures. Connaissance. On a échangé des points de vue. D'accord. Exprimé des avis sur certaines choses. Il a demandé des approfondissements et ce sera notre tâche dans l'avenir immédiat. Alors, parmi ces mesures, qui sont au nombre de 10, je viens de le dire, madame... C'est des recommandations. Voilà, c'est des recommandations, exactement. Parce que nous sommes un conseil consultatif. Oui, tout à fait. Donc, parmi ces mesures, alors la plus importante qui m'a retenu l'attention, c'est ce moratoire. Vous recommandez donc un moratoire fiscal pour la période 2018-2020, représentant donc un engagement de non-augmentation de taxes ou d'impôts sur les sociétés, tout en engageant au cours de cette période un effort drastique pour le recouvrement. Alors, l'idée, elle était un peu dans l'air parmi les chefs d'entreprise à la suite du débat sur qui avait beaucoup fâché sur la loi de finances, etc. Et il s'était dégagé un certain malaise par rapport à un début d'instabilité fiscale un petit peu qui entourait l'environnement des entreprises. Et donc, ils se sentaient un peu, on va dire, entre guillemets, harcelés, ils avaient besoin d'une pause. Et quand on voit les chiffres du 4e trimestre de 2017 et qu'on voit qu'il y a des endroits où la croissance commence un peu à pointer du nez, comme dans les industries manufacturières, essentiellement, comme dans les services marchands, etc., on s'est dit que ce n'était pas absurde de plaider pour une pause, on va dire, entre guillemets. Ce n'est pas une exonération, ce n'est pas comment dire, une amnistie. C'est un engagement à ne plus augmenter les taxes sur les sociétés pour les deux années de 18 à 20, de 2018 à 2020, afin de leur laisser un peu une visibilité fiscale et de favoriser une certaine stabilité qui pourrait les amener à engager leurs investissements et leurs activités, on va dire, dans un environnement moins incertain. Diminuer autant que possible les incertitudes pour les entreprises. C'est ça le but. Alors, on va dire, c'est quoi l'enjeu? Ce n'est pas encore décidé, c'est-à-dire c'est encore à l'étude. Le ministère des Finances doit voir un peu le coût de tout cela. Parce que l'impôt sur les sociétés vient à 70% des grandes entreprises, des banques, les gens qui payent 35%. Oui, le taux de 35% de l'impôt sur les sociétés. Ils ramènent 70% de l'impôt sur les sociétés. Donc, les 30% qui restent, c'est une enveloppe environ de 800 millions de dinars en 2015. Donc, c'est ça l'enjeu en réalité. L'enjeu, c'est sur ces 30%-là. On essaie d'augmenter donc... Alors, l'idée, c'est que l'État s'engage à ne plus augmenter et il concentre tous ses efforts pour le recouvrement pendant cette période. Parce que justement, pendant le débat sur la loi de finances, on avait reproché à l'État d'être un peu trop prompt à changer les taux pour renflouer ses caisses. Donc là, maintenant, on dit l'effort doit être concentré sur le recouvrement
en s'engageant à ne pas changer les taxes. Dans le même ordre d'idées, vous préconisez aussi, vous recommandez également l'étude de la faisabilité d'instaurer une bonification d'intérêt et d'un ratio d'activité prioritaire pour le financement des PME. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit des idées sur le mode de fonctionnement, le mode opératoire de l'intermédiation à travers la Banque des régions. D'accord. Le tout, c'est autour de la Banque des régions. La Banque des régions, maintenant, elle s'installe doucement dans la réflexion du gouvernement. Comment elle doit-elle fonctionner? Alors, notre idée, notre thèse, c'est qu'en aucune façon, elle ne doit fonctionner comme les autres banques publiques actuellement. Ça ne doit pas être du banking. Ça doit être... Vous parlez de la BTS et de la BPME, celles qui financent le développement. Voilà. Ça ne doit pas fonctionner de la même manière. D'accord? Ça doit être le bras financier de l'État en faveur de la PME dans les régions. Alors, comment cela doit être? Alors, pour ça, il y a des exemples dans le monde, il y a des exemples de réussite. C'est vrai que le financement de la PME dans tous les pays du monde, développés ou pas, pose problème. Ça n'est pas quelque chose de facile pour une banque ordinaire. D'accord? Si ça ne dépendait que d'elle, elle délaisserait ce segment du marché. D'accord? Donc, il faut une intervention. Alors, les exemples de réussite existent un peu en Allemagne, la KfW, un peu en France, la Banque publique d'investissement, etc. Notre idée, c'est que d'abord, cette banque doit avoir une gouvernance totalement différente de la gouvernance des banques publiques. C'est-à-dire qu'elle doit avoir la liberté de choisir son staff, elle doit avoir la liberté aussi de rémunérer selon les normes du secteur privé, de rémunérer avec une partie incitative, incitative donc proportionnelle à la performance. Hein, et elle doit s'adresser aux PME en priorité. Comment? Alors, ce qu'on propose, c'est une sorte de mix. D'abord, elle doit mettre des lignes de crédit à la disposition des banques de la place, mais aussi, elle doit prêter elle-même, elle doit accorder elle-même. Donc, l'idée, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est que les activités risquées, par exemple l'activité d'innovation et tout, elle peut prendre le lead sur cette chose-là parce que c'est difficile d'impliquer les banques dans ce... Mais pour tout le reste, les banques... alors, comment elle va inciter les banques justement à s'y engager? Parce qu'actuellement, les lignes existent, mais elles ne sont pas utilisées par les banques. Donc, c'est de dire que la Banque des régions doit elle-même offrir aux banques le coaching suffisant pour ses propres fonctionnaires, pour ses propres employés, pour qu'ils apprennent à décider pour la PME. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui manque. Les banques privées ou publiques n'ont pas les compétences suffisantes, nécessaires pour décider pour les PME et pour les PME dans les régions en particulier. Donc, la Banque des régions peut offrir ça aux banques. En même temps, bien sûr, pour ne pas que les lignes soient délaissées, il faut d'un côté offrir des taux bonifiés, mais également un peu, entre guillemets, forcer les banques à les utiliser en exigeant que dans leur crédit, il y ait un taux minimum de crédit accordé à la PME. D'accord. Cette idée n'est pas désapprouvée pour le moment. Elle commence à faire son chemin et on attend la suite. Mais si on réussit à faire de la Banque des régions, à réussir ce changement managérial, ce changement de mode opératoire, on aura réussi une petite révolution. Est-ce que Monsieur le Président du gouvernement est conscient de l'importance de cette banque? Parce que cette banque-là existe, l'idée du moins existe depuis 2014. 2014, parce que la Banque des régions, elle est née dans le programme électoral de Nidetoun, le programme économique, c'est clair. Mais jusqu'à aujourd'hui, donc, on n'est pas en train de voir cette banque-là, même si à un certain moment, un ministre actuellement au gouvernement a été pressenti pour l'élaborer à un certain moment, donc, lorsqu'il était PDG d'une banque publique en Tunisie, mais jusqu'à ce jour, on n'est pas en train de voir donc la mise en place de cette banque-là. Elle n'est pas encore mise en place, mais les débats sur sa mise en place sont bien avancés, mais comme vous en doutez sans doute, il y a toujours des résistances.
il y a toujours la volonté de faire comme avant, il y a toujours la volonté de vouloir faire du neuf avec du vieux, les idées nouvelles et les modes de réflexion nouveaux ont toujours besoin qu'on pousse. Ça ne vient pas tout seul. Sonia Nakache, à la lecture de ces recommandations-là, je n'ai pas l'impression d'avoir vu donc des nouveautés justement. Hein. Je suis en train de voir donc un ensemble, je dirais, de recommandations, un ensemble d'idées qui a été déjà lancé par certains, mais il n'y a pas de nouveauté quelque part. Hein. Ce n'est pas nouveau ce que vous êtes en train de recommander au président du gouvernement. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce qui est nouveau, et est-ce que il n'y a que ce qui est nouveau qui marche. C'est-à-dire, par exemple, si une idée est lancée et qu'elle n'a pas eu sa chance ou qu'elle n'a pas été suffisamment prise au sérieux, quel mal y a-t-il à la reprendre? Ben, je ne sais pas moi. Est-ce qu'on est dans un effet de mode? Si quelque chose est déjà sorti au printemps dernier, on la reporte pas, non. Sonia Nakache, on s'attend toujours à ce que un nouveau conseil qui est mis en place soit peut-être inventeur de nouvelles idées et autres. C'est vrai qu'il n'y a pas de mal à reprendre et à exécuter surtout, parce que là, vous êtes redevable d'une exécution, même s'il s'agit d'une recommandation. Vous reconnaissez qu'il peut y avoir, entre guillemets, sur le marché des idées nouvelles, mais qui ne font pas leur chemin. Alors, s'il y a le moyen de les remettre encore sur la table pour pousser dans un sens, moi je ne vois pas de mal. D'abord, hein? Je serais encore plus peut-être... Ensuite, par rapport à l'innovation, vous êtes en train de juger sur les choses qu'on a faites pour les choses urgentes. Oui. D'accord? Oui. Mais il y a une réflexion qui est en train de se faire, et tant qu'elle n'est pas aboutie, d'abord on ne la soumet pas, mais on attend d'abord de finir avec ça pour nous remettre à travailler sur des choses plus en profondeur et qui seront probablement plus innovantes que ce qui a été déjà proposé. Alors, parmi les idées qui existent déjà, hein, je pense que c'est le feu Slim Sheikh donc, qui a élaboré ça, la levée des entraves et l'amélioration du climat des affaires, notamment à travers la réduction drastique de nombre d'autorisations administratives et de leur délai. Ça, c'est dans le pipe. Hein. Finalement, c'est le président du gouvernement, depuis l'instance tunisienne de l'investissement, il a déjà donc déclaré. L'introduction de services en ligne pour les immatriculations fiscales et au registre de commerce et les publications au JORT. Alors ça aussi, ce sont des mesures que vous recommandez finalement. Hein. Donc, oui, parce que c'est le meilleur moyen d'abord. N'oubliez pas qu'actuellement, on est en train d'effacer la frontière entre les entreprises non résidentes et les entreprises résidentes. Et vous savez que la plus grande réticence des entreprises non résidentes étrangères par rapport au fait qu'elles doivent payer leurs impôts, c'était qu'elles ne voulaient pas traiter avec l'administration tunisienne. L'administration tunisienne a mauvaise presse. À raison... non, je vais dire à raison pour une grande partie. Il ne faut pas se leurrer. Donc, ce type de modernisation est de nature à rendre ce genre de mesure qui est déjà en place beaucoup plus facile à accepter par tout le monde. C'est-à-dire, on minimise le contact avec l'administration, on minimise le contact direct, le contact personnel, on dématérialise. L'entreprise n'a pas besoin de réserver des ressources humaines pour s'acquitter de ces tâches-là, et ça ne peut que faire du bien à l'entreprise tunisienne, et ça ne peut que rendre la place Tunisie plus attractive pour l'extérieur. Autre recommandation. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, de très prometteur. Il y a un potentiel d'emploi très important parce que, paradoxalement, 22% des diplômés chômeurs sont diplômés des instituts d'études technologiques. Des ISET. Des ISET. Ce genre d'études qui étaient à l'origine censées favoriser l'employabilité. Finalement, on les trouve au hit parade du chômage. Alors, le diagnostic de ces personnes est le suivant. Ces personnes sont, d'après M. Badreddine Oueli, ils sont à 12 mois d'une bonne formation. Donc, il ne leur manque pas beaucoup de choses. Maintenant, pour les compétences moins techniques, ils ont un peu plus de retard, un peu plus de travail à faire, et ils n'ont pas accès ni à l'entrepreneuriat individuel, ni à l'entreprise, parce que les stages ne sont pas faits correctement. Donc l'idée, c'est de leur offrir un supplément de formation qui les met au diapason,
après les mettre au contact du monde de l'entreprise avec un vrai stage et un vrai projet de fin d'études. D'accord. Ce projet de fin d'études peut déboucher soit sur un emploi salarié, s'ils le souhaitent, et pour ceux qui ont le potentiel entrepreneurial plus important, ça peut les stimuler pour la création d'une entreprise, une start-up ou quelque chose de ce genre. Alors pour ça, donc, il y a l'école 42 pour compléter leur formation. C'est quoi l'école 42? L'école 42, c'est une réplique de l'école 42 en France, c'est-à-dire une école gratuite qui n'exige pas de diplôme à l'entrée et qui offre des compétences aux élèves, aux étudiants, au diapason de ce qui se fait de mieux dans le monde en matière de développement, en matière du numérique. D'accord. Donc ça, c'est l'école 42. Après, pour ceux qui voudraient lancer leurs propres entreprises, il y a l'idée de Station Tunisie qui ambitionne de démarrer dans 2 ans et qui est aussi la réplique de Station France, c'est-à-dire c'est un incubateur. Station France, c'est le meilleur incubateur de start-up dans le monde. Donc, on met ces élèves, ces jeunes aspirants entrepreneurs dans un environnement qui accélère leurs projets, qui mature leurs idées plus rapidement et qui leur permet de démarrer dans la vie, entrepreneuriale. Puisque vous parlez des incubateurs, alors une autre recommandation intéressante à mon sens, la mise en place en collaboration entre l'API et la CDC, donc la Caisse de dépôt et de consignation, d'un fonds d'investissement dédié aux projets issus des 28 incubateurs dans les régions. Ça aussi, c'est une autre recommandation que vous faites. Oui, c'est une idée, c'est une des idées qui est censée normalement. Les incubateurs, ça coûte très cher. Ça coûte très cher et sans l'appui financier de l'État, ça ne peut pas se faire. Mais leur bienfait, à la fois pour l'économie et pour les autres entreprises déjà installées, leur bienfait est très important. D'où le bénéfice public, du bénéfice collectif de consacrer des fonds publics pour ce genre de choses. Vous parlez aussi, vous recommandez la concertation et l'engagement des partenaires sur un accord cadre de développement des énergies renouvelables. Ça aussi, vous brassez large. Donc finalement, oui, c'est plusieurs domaines que vous êtes en train de plusieurs domaines. Là, l'ennui avec le plan solaire tunisien, c'est que c'est un projet qui souffre de beaucoup de retard. C'est un projet qui n'est pas nouveau, mais qui a été très fortement secoué par les événements depuis les 7 dernières années. C'est vraiment le parent pauvre. Notre déficit énergétique est en train d'augmenter à des rythmes totalement insupportables, insoutenables. Donc, on a oublié le plan solaire, on a oublié les énergies renouvelables, mais les déficits nous rattrapent et on n'a plus le choix que de revenir là-dessus et de retravailler à ce niveau. Alors, une autre idée aussi qui était dans l'air du temps, je veux dire, donc le lancement d'une campagne internationale de promotion de la Tunisie économique. Alors c'est une idée qui a fait son bonhomme de chemin, mais qui n'arrive pas à être concrétisée. À un certain moment, on a parlé de faire revivre, donc de redorer le blason de l'ATCE. Pour marketer mieux la Tunisie. Oui, mais je parle de l'idée en général. Mais là, c'est le marketing de la Tunisie, finalement. C'est le marketing de la place Tunisie. De la place Tunisie, du site Tunisie pour ses atouts économiques. Aujourd'hui, nous avons un retour de la croissance en Europe. Nous avons des donneurs d'ordre qui reviennent, par exemple, dans le textile. Les donneurs d'ordre reviennent et vers la Tunisie comme une place qui méritent leur intérêt. Et donc, il est dommage de ne pas en profiter. Il est dommage, quand on a des donneurs d'ordre qui reviennent, quand on a des entreprises qui réussissent, il est dommage de ne pas faire de la pub là-dessus pour dire aux autres secteurs que la Tunisie revient. La Tunisie revient, la Tunisie économique revient. Et donc, il y a tout lieu, de consacrer des fonds, de consacrer des ressources humaines, de bonnes idées pour faire le marketing de la place Tunisie dans le monde. On a un nouveau code des investissements, on a un nouveau cadre qui protège justement la loi contre le blanchiment, etc., etc. Donc, on ne peut pas se lamenter qu'on nous classe mal ou qu'on attend les retombées néfastes de nos mouvements sans mettre en avant nos atouts et prendre les devants. On n'attend pas qu'on nous sorte des listes. Il faut
il faut qu'on aille à l'opposé de cela bien avant que nous sortent, pour que notre sortie devienne une évidence. D'accord? Voilà. Alors, je pense que nous avons fait le tour. Alors, il reste quelques recommandations, je dirais, d'ordre général. La réforme du système de protection sociale dans le cadre d'un nouveau contrat social à mettre en place entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour des 10 recommandations, Madame Sonia Nakache. Alors, la suite, maintenant, vous avez fait ces recommandations-là. La suite, c'est que pour certaines mesures qui sont plus ou moins agréées, maintenant on attend agréé, c'est-à-dire le principe est retenu, hein, mais moyennant une évaluation en termes de coûts, en termes de manque à gagner, etc. etc. Il y a des mesures qui ont été des grandes mesures, des grandes recommandations qui ont été agréées, mais que le chef du gouvernement nous a demandé de traduire en action concrète. Donc on va travailler là-dessus. Et puis il y a le reste de nos activités qui doivent... Quelles sont les priorités du chef du gouvernement, c'est-à-dire les mesures réellement Ce que moi j'ai ressenti, c'est que sa priorité, c'est le retour de l'investissement. Sa priorité, c'est que l'entreprise reprenne confiance en elle-même, qu'elle investisse et surtout que la consolidation de la croissance se fasse le plus rapidement possible. Donc, il ne faut pas laisser le soufflet retomber. Donc, il y a des endroits où la croissance reprend, les industries manufacturières, de quelques pourcents après avoir un peu stagné pendant plusieurs années, plusieurs trimestres notamment plutôt. Donc, il faut exploiter, il faut jouer là-dessus et faire en sorte que ce potentiel-là soit exploité au maximum. Il y a aussi, je l'ai trouvé très entre guillemets, très braqué sur le retour des exportations, sur les secteurs sinistrés également. Le phosphate, ça doit s'arrêter, on ne peut plus continuer comme ça. Vous avez un pays en guerre civile dont 70% du secteur pétrolier a repris. Je parle de la Libye. Il est totalement insensé que après une guerre civile qui n'est pas terminée, 70% de leur capacité d'extraction sont déjà en marche, alors que nous, on a un secteur phosphatier qui traîne la patte depuis 7 ans, alors que nous sommes un pays en paix, dont les institutions sont de plus en plus stabilisées, etc. etc. Donc, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, vous allez continuer à travailler sur ce que le gouvernement, donc le chef du gouvernement vous a demandé, peut-être sur les mesures les plus urgentes, qui considère donc les plus urgentes. Donc, le travail pour la période à venir, c'est de concrétiser. Notre travail, c'est d'abord d'aller dans le détail maintenant des mesures, d'attendre un peu le feedback de l'administration. Nous avons aussi comme obligation et comme mode de travail, mode opératoire, d'aller dans les sphères de l'administration pour vendre un peu ces idées, c'est-à-dire pour familiariser l'administration avec ces idées, avoir leur retour, corriger en fonction de leur retour parce qu'ils ont une connaissance du réel que nous n'avons pas, et aussi nous engager sur des thèmes de notre choix que nous jugeons pertinents et pour travailler sur le plus long terme, sur le moyen terme, on va dire. L'ambiance au niveau du Conseil, comment se passe-t-elle? Elle est excellente, franchement. Moi, je viens du monde de l'université. Dans les commissions auxquelles j'appartiens, je me trouve au contact des gens de l'entreprise, du monde de l'entreprise. C'est fantastique, c'est un climat de coopération d'abord, d'échanges mutuels et surtout, je me trouve auprès de gens qui connaissent le monde de l'entreprise vraiment d'une manière très fine, très sectorielle, régionale, parce que nous rencontrons aussi la société civile, nous invitons à nos réunions des gens qui font du terrain, qui font les ONG, etc., qui vont dans le terrain, dans les domaines de dans nos domaines d'intérêt. Donc, nous les écoutons, nous échangeons avec eux, ils nous expriment, nous contactons aussi les professions, nous avons contacté la profession des textiles, etc., etc. Ils nous font un retour de leur réalité, et voilà. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sonia Nakache. Je rappelle que vous êtes membre de la commission d'analyse économique relevant de la présidence du gouvernement. Vous êtes également universitaire. Nous parlions des 10 recommandations que la commission d'analyse économique vient
de dresser à l'attention du président du gouvernement, et c'était en exclusivité RTCI. C'est cela, je vous remercie. Merci à vous, merci, voilà. Merci. Les exclusivités ne s'arrêtent pas sur RTCI. Demain, nous aurons une autre exclusivité, une invitée de marque. Demain sera sur nos ondes à partir de 8h. Je parle de Marie-Christine Vergia, l'eurodéputée, donc la députée européenne qui a donc défendu la Tunisie, exactement, d'avoir été mise dans une liste qu'elle a considérée, donc une liste complètement étrangère à la Tunisie. Demain sera avec nous cette grande dame-là, et j'aurai un excellente journée, au revoir, à demain.